Ma femme de 37 ans a commencé un nouvel emploi il y a 4 mois et s'est fait de nouveaux amis. Moi, un homme de 36 ans, je n'aimais pas beaucoup ces nouveaux amis. C'étaient de ferventes féministes, se considérant souvent comme des personnes blessées et très conscientes socialement. C'était le genre de femmes qui s'énervaient que vous leur teniez la porte ouverte ou non. C'était comme une situation perdant-perdant. Au début, je ne prenais pas cela au sérieux, mais au cours des 2 derniers mois, j'ai remarqué des changements troublants dans le comportement de ma femme. Nous sommes mariés depuis 11 ans et avons 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 8 ans. Les choses ont progressivement empiré. Elle a commencé à m'accuser de diverses choses, comme d'être intrinsèquement mauvaise en raison de l'oppression historique des femmes par les hommes. C'était absurde. J'ai essayé de rester patient, mais ces disputes se terminaient souvent par des mots du genre « Je ne t'ai rien fait de mal, la seule chose dont je suis coupable, c'est de t'aimer ». Cela la laissait généralement tranquille, mais le lendemain, elle commençait les mêmes disputes avec des points différents. Il y a environ 5 semaines, j'ai eu le fort sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a commencé à rentrer tard sans me le dire et je ne pouvais pas la joindre au téléphone. Elle serait distante et froide, même sobre. Le lendemain, elle rejetait mes inquiétudes, m'accusant de contrôler et de trop lire dans les choses. Cela s'est produit plusieurs fois. J'ai essayé de vérifier son téléphone mais je n'ai trouvé aucune preuve concrète, même si je soupçonnais qu'elle avait supprimé de nombreux messages. J'ai trouvé une conversation avec l'une de ses nouvelles amies discutant de l'idée d'une relation ouverte, ce qui a confirmé mes soupçons quant à sa tricherie. Ma femme a dit qu'elle voulait en discuter le 2e lundi de décembre, avec les enfants chez leurs grands-parents pour Noël. Nous étions censés les rejoindre plus tard, alors elle a abordé le sujet au petit déjeuner comme s'il s'agissait d'une pensée soudaine, me demandant ce que je pensais d'une relation ouverte. Heureusement, j'étais préparé, j'avais lu sur Reddit et je savais que ce mariage ne pouvait pas être sauvé. Mon meilleur résultat était de me protéger, moi et nos enfants. À partir de maintenant, il s'agissait d'autopréservation et de protection des enfants. Je n'ai pas élevé la voix, j'ai juste posé des questions directes. Elle avait été confiante jusqu'à ce qu'elle voie le sérieux sur mon visage. Moi, qui est-il? Elle, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, ne fais pas l'idiot. Si vous voulez parler honnêtement, faisons-le. Si vous ne pouvez pas être honnête, à quoi ça sert? Elle, qu'est-ce que tu veux dire? Si vous mentez, nous ne pouvons pas parler de notre relation. Je peux dire que tu caches quelque chose, alors avec qui est le gars avec qui tu es impliqué? Je ne mens pas, tu as brisé ma confiance. Soyez honnête ou nous divorçons, pas de dispute, juste divorcer. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Elle a admis avoir eu 2 aventures d'un soir avec des hommes mariés et prévoyait de coucher avec un collègue de travail. Elle pensait que c'était mieux pour elle et je n'avais aucun droit de la contrôler. J'ai posé des questions sur le collègue et j'ai obtenu son nom et celui de sa femme. Elle a affirmé que leur relation était ouverte. Elle m'a également proposé de me mettre en contact avec ses amis, dont l'un était un patient. J'ai refusé et j'ai demandé son téléphone, qu'elle m'a montré comment déverrouiller. Pendant qu'elle était aux toilettes, je me suis enfermé dans mon bureau, ce qui l'a paniqué. J'ai utilisé un logiciel de récupération pour rechercher les messages supprimés et installer une application d'espionnage en ligne. Quand je suis sorti, je lui ai donné le téléphone et lui ai dit de partir. Elle a argumenté, mais j'ai répondu avec des réponses en un seul mot. Elle n'a montré aucun remords. Tout au long de cela, elle a crié que je contrôlais, que je perpétuais l'oppression historique des femmes et que je ne l'aimais pas vraiment. Ses amis l'ont rassurée en lui disant que je ne subirais aucune menace. L'une d'elles a raconté comment elle avait manipulé son ex-mari en utilisant de telles accusations. J'ai commandé des caméras pour ma maison. Maintenant, je sais que je dois tout enregistrer. Je ne pouvais pas croire ce dont j'avais été témoin. Je ne l'ai jamais menacée d'aucune façon. Après cela, elle a commencé à envoyer un message à son partenaire pour qu'ils se rencontrent, et ils ont convenu de se rencontrer dans un hôtel, ce qui m'a choqué. Je suis allé en ligne pour trouver la femme de la paix, et cela n'a pas pris longtemps. Je l'ai contactée sur Facebook et lui ai partagé tous les détails, y compris ce qui se passait à l'hôtel. Elle m'a remercié et a raccroché. Quelques heures plus tard, j'ai reçu une vidéo d'elle. Elle est allée au motel et les a confrontés en criant. Ce n'était pas la première fois que son mari la trompait et elle a exprimé sa colère.
Elle a enregistré ma femme en train de s'habiller sur le lit, ce qui m'a rendu malade. L'épouse de la paix a même giflé et injurié ma femme. J'ai envoyé un message à ma femme pour lui dire que j'avais vu la vidéo et que je ne voulais plus jamais qu'elle soit près de moi. Il semble qu'elle considère notre situation comme une sorte de compétition dans laquelle elle croit gagner. C'est difficile à comprendre. C'est comme si elle était déconnectée de la réalité et ne se rendait pas compte que nous sommes en train de divorcer. J'ai informé le groupe WhatsApp de la famille de ma femme de notre divorce en raison de son infidélité et je les ai remerciés de m'avoir accueilli dans la famille avant de quitter le groupe. J'ai reçu des appels et des messages d'elle, mais je ne les ai pas lus ni répondus parce que je n'ai pas l'énergie nécessaire. J'ai tout partagé avec mes parents et mon père a envoyé un message à ma femme pour lui dire qu'elle ne serait pas la bienvenue à Noël. Je suis actuellement chez mes parents et mon patron m'a accordé un congé jusqu'à la mi-janvier pour régler le problème. J'ai observé les conversations de ma femme avec ses nouveaux amis, qui deviennent de plus en plus frénétiques. Il semble qu'elle n'ait pas pleinement réalisé qu'elle a perdu sa famille et ses nouveaux amis et que la paix ne se soucie pas vraiment d'elle. Elle m'a envoyé de nombreux messages et s'est même présentée chez mes parents pour exiger de fêter Noël avec nous, mais mon père a menacé d'appeler la police si elle ne partait pas. Je cherche maintenant des avocats spécialisés en divorce et je pleure beaucoup. La douleur m'a frappé durement en arrivant chez mes parents. Lire leurs discussions et lui parler m'apporte une immense douleur. Je n'ai répondu à ces messages que 2 fois. Je lui ai dit que ce qu'elle disait n'avait pas d'importance et qu'elle n'était pas ma femme. Nous sommes en train de divorcer et je me fiche de ses paroles ou de ses exigences. Ces messages se sont arrêtés après ce dernier. La douleur est parfois insupportable et j'aimerais que cela n'arrive jamais. J'ai expliqué aux enfants que maman ne voulait plus faire partie de la famille et qu'elle voulait être avec d'autres hommes. Ils sont bouleversés, mais heureusement, ma mère et mon père sont là pour les réconforter pendant que je m'effondre. J'essaierai de me remettre sur pied pour le bien de mes enfants, mais je ne reviendrai jamais vers elles. J'aurais aimé attendre après Noël pour les amener à consulter. Je les laissais échapper lorsqu'ils m'ont demandé quand leur mère viendrait. Je ne pourrais jamais me pardonner si je retournais vers elles. Le manque de respect et le manque de cœur dans son comportement sont impardonnables. Je suis perdu et je ne comprends pas pourquoi elle attend quelque chose de moi à ce stade. Elle est mentalement malade ou quoi? Je suis désolé pour la longue conversation. J'avais juste besoin de partager ça. Ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est lorsque ma future ex-femme a utilisé des mots forts pour dire que notre mariage et nos enfants étaient un fardeau pour elle. Elle a dit qu'il l'empêchait de devenir une femme à succès et me reprochait de l'opprimer. Elle a également déclaré que sa famille était la raison de son manque de succès et de ses opportunités manquées. C'était trop pour moi. Au cours des 30 heures suivantes, j'ai continué à parcourir tous nos emails et discussions. J'ai réalisé qu'elle ne donnait pas d'exemple précis de la façon dont nous étions des fardeaux ou des oppresseurs. Ce n'étaient que des déclarations générales sans aucune preuve. En réalité, je ne l'ai jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Je l'ai soutenue financièrement et émotionnellement. J'ai même montré quotidiennement de l'amour et de l'appréciation. À un moment donné, je me suis évanoui en lisant. Quand je me suis réveillé, mes 3 meilleurs amis et mon père étaient dans la cuisine en train de préparer le dîner. Je les connais depuis l'enfance. Appelons-les Mike, Bob et Frank. Mon père leur avait parlé de la situation. Je suis de nouveau tombé en panne et j'ai été hébété jusqu'à vendredi soir. Mike, un vétéran militaire qui a perdu son bras gauche, a organisé un appel Zoom avec son conseiller, qui l'a aidé pendant sa convalescence. Ses idées sur mon état émotionnel ont été incroyablement utiles. Il m'a expliqué qu'une partie importante de mon identité et de mon moi spirituel était liée à mon rôle de mari, et que maintenant cette partie était morte. Semblable à une personne amputée éprouvant une douleur fantôme dans un membre manquant, je ressentirais une douleur fantôme provenant de la partie morte de mon identité. Nous avons eu de longues conversations et je me suis progressivement amélioré depuis. Bob, qui travaille comme cadre dans une entreprise de sécurité, garde son travail secret. Malgré mon manque de connaissances sur son métier, il semble plutôt riche. Bob a contacté un cabinet d'avocats associé à son entreprise et dimanche matin, j'ai parlé à un avocat que je n'aurais jamais pu me permettre seul. Bob, qui avait subi beaucoup d'intimidation dans sa jeunesse, m'a rassuré de ne pas m'inquiéter des frais juridiques et m'a dit qu'il les couvrirait. Il était heureux de pouvoir enfin me récompenser pour l'avoir défendu lorsqu'il avait été victime d'intimidation. Frank, enseignant dans une école privée, a 7 enfants. Oui, vous avez bien lu, 7.
Mes enfants l'adorent, lui et sa famille. Franck veille à ce que mes enfants soient bien pris en charge pendant que je me remets sur pied et que j'organise tout. La journée d'hier a été assez mouvementée. Tout a commencé par un dépistage des MST tôt le matin, qui a révélé que j'avais contracté la chlamydia de ma future ex-femme. J'aurais besoin d'un autre dépistage dans 6 mois. En apprenant cela, mon apitoiement sur moi-même s'est transformé en pure colère. J'ai décidé qu'il était temps de tout mettre en œuvre pour obtenir la garde complète et de ne rien lui fournir si j'y parvenais. Mon avocat a réussi à retrouver l'ex-mari de l'ami féministe de ma femme, qui se vantait de la façon dont elle l'avait trompé. Il était relativement facile de le découvrir grâce aux documents judiciaires. Lorsque je lui ai parlé sur WhatsApp, il a exprimé sa gratitude et partagé les horreurs qu'il a endurées à cause de cette femme. Maintenant, j'ai une meilleure idée de ce que je peux attendre de ma future ex-femme. C'était écœurant d'entendre parler des expériences qu'il avait vécues. Je suis maintenant prêt pour une bataille après notre conversation, me préparant à une guerre juridique. J'ai été profondément attristé par son histoire, car il était sans abri et n'avait pas vu ses enfants depuis 4 ans à cause des mensonges de son ex-femme. Je comprends que je suis désavantagé en tant qu'homme dans le système judiciaire, je veillerai donc à disposer d'une montagne de preuves. Mon avocat a suggéré une mesure préventive avec une injonction de ne pas faire, compte tenu de ses commentaires négatifs et agressifs à l'égard des hommes en général, en particulier pour le bien de notre fils. Grandir dans un foyer avec un parent ouvertement hostile envers les hommes est indéniablement préjudiciable, c'est pourquoi j'en demande la garde complète. J'ai informé mon avocat de poursuivre, et elle s'attend à exécuter l'ordonnance de non-communication. Aujourd'hui, j'ai eu un appel Zoom avec ma future ex-femme. Gardez à l'esprit qu'elle ne m'a contacté ni à personne depuis la dispute chez mon père. Il est clair qu'elle ne se soucie d'aucun d'entre nous. L'appel était incroyablement étrange. Elle s'était habillée dans une tenue révélatrice, essayant d'être à son meilleur. Je ne l'ai pas vue faire autant d'efforts depuis des années. Au cours de notre conversation, elle a essayé de me provoquer dans une dispute, mais je suis resté calme. Mon avocat m'avait donné des conseils sur les sujets à aborder. C'est bon signe si les deux parties tentent de divorcer à l'amiable avant de demander un divorce contesté. J'enregistrais la conversation et je l'appelais ma future ex-femme, ce qu'elle s'est avérée être. Elle a commencé par une déclaration étrange sur les différents types d'anatomie masculine et sur la manière dont ils changent en érection ou non. Je ne pouvais pas croire qu'elle ait entamé une conversation sur un tel sujet. Elle a ensuite fait part de son enthousiasme face à la fin des restrictions actuelles pour approfondir cette question en personne. Je lui ai dit que ces passe-temps ne m'intéressaient pas et que je voulais me concentrer sur notre divorce. Son hostilité est devenue évidente lorsque je n'ai pas réagi comme elle l'avait prévu. À un moment donné, elle a dit qu'elle allait aux toilettes et s'est mise en sourdine. Je l'ai entendue discuter de ce qu'elle devait faire de moi avec ses amis, me maudissant simplement parce que je suis un homme. Plusieurs fois au cours de l'appel, j'ai eu l'étrange sentiment qu'elle voyait cela comme un jeu où elle avait le contrôle et où je n'avais pas d'autre choix que d'accepter ce qu'elle voulait. Nous n'avons fait aucun progrès dans notre divorce, j'ai donc conclu que nous nous dirigions vers un divorce contesté. Au fait, j'ai contracté la chlamydia à cause de toi, et contrairement à toi, je n'ai été avec personne d'autre. Vous devriez vous rendre dans une clinique. Elle fronça les sourcils, ne croyant pas ce que je disais. Je ne sais pas ce qui lui arrive, et à ce stade, je m'en fiche. J'ai partagé l'enregistrement avec mon avocat et elle a été assez surprise. Tout le monde pense que le comportement de ma femme est irrationnel, et c'est peut-être le cas. Puisque je possède son téléphone et l'abonnement, je peux utiliser les journaux de discussion au tribunal. Il est tout à fait légal pour moi de surveiller mon propre appareil. Après notre appel, il y a eu une discussion effrénée entre ses amis, mais je ne me soucie plus de ce dont ils discutent. Mon avocat est convaincu que nous gagnerons cette affaire à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas divulgué. Donc nous en sommes là. Ça fait toujours mal, mais je peux le voir comme une douleur fantôme. J'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort et j'adopte désormais une approche proactive. Sans tabou. Je dois me protéger, moi et mes enfants. Je suis convaincu que mes enfants iront bien et je veillerai à ce qu'ils suivent une thérapie si nécessaire. Ma future ex-femme ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir et je vais commencer à construire une vie nouvelle et meilleure. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'elle savait qu'elle était atteinte de chlamydia et qu'elle suivait un traitement, mais qu'elle ne me l'avait pas dit. C'est vraiment frustrant. Tout d'abord,
Je tiens à remercier tout le monde pour ces commentaires. Certaines personnes pourraient penser que je suis fort ou que je gagne dans cette situation, mais je sais que ma colère se manifeste lorsque je peux paraître provoquant et confiant. La vérité est que non. J'aurais aimé que cela ne se soit jamais produit. J'aurais aimé que ma famille soit toujours ensemble et que j'ai devant moi une vie simple et confortable avec ma femme. Personne ne parvient à s'imposer ici à mesure que les enfants grandissent et commencent leur propre vie. Les actions de ma femme ne me laissent pas le choix et je ne peux plus revenir en arrière. J'aurais vraiment aimé que cette situation ne soit pas nécessaire. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance et chaque nuit, je pleure pour m'endormir, à la fois à cause de ma propre perte et du fait que mes enfants grandiront dans un foyer brisé. C'est aussi triste que mes enfants n'aient plus de bonnes relations avec leur mère. Comment répondre à la question d'un enfant comme « Pourquoi maman ne veut-elle plus me voir, ne m'aime-t-elle pas ?» Si quelqu'un a une réponse, qu'il me la fasse savoir, car ce n'est certainement pas le cas. Chaque jour, je me réveille et me dis que mon cœur est déjà brisé en tellement de morceaux qu'il ne peut plus se briser davantage, pour ensuite me prouver chaque jour qu'il a tort. Ma femme ne sait toujours pas que je peux surveiller ses communications, ou alors elle s'en fiche. Elle est convaincue à 100% que je ne la quitterai jamais et que ma réaction face à son comportement est totalement injustifiée. Elle continue de parler négativement de moi, de notre mariage et de nos enfants à ses amis. Je ne comprends pas pourquoi elle nous méprise autant. Nous n'avons fait aucune des choses qu'elle nous accuse de faire à ses amis. Comme je l'ai déjà mentionné, mon avocat a obtenu une ordonnance d'interdiction temporaire à son encontre. Il y a eu une audience hier matin, et comme il n'y a pas eu de nouvelles menaces directes, elle n'a pas été prolongée. Mon avocat m'a suggéré de l'utiliser en m'infectant sciemment avec la chlamydia comme levier pour tenter de négocier un divorce non contesté. J'aimerais que nous puissions nous séparer via un processus raisonnable. Je déteste devoir la considérer comme une adversaire et anticiper le pire résultat possible. Si elle avait voulu me quitter, j'aurais pu l'accepter. Pourquoi me pousse-t-elle dans ce processus hautement contradictoire? Pourquoi semble-t-elle déterminée à causer le plus de mal possible aux personnes qui tenaient autrefois à elle? Que pourrait-elle bien gagner de tout cela? J'apprécierais tout aperçu de cette situation car je ne peux pas la comprendre. Si nous allons au tribunal, je devrais peut-être lui verser une somme forfaitaire pour la valeur nette de notre maison, mais je n'aurai probablement pas à payer de pension alimentaire. Je suis optimiste quant à l'obtention de la garde des enfants si l'affaire est portée devant le tribunal, car elle ne semble pas s'intéresser à eux. Mon avocat m'a suggéré de viser un divorce à l'amiable, et j'ai accepté. Nous prévoyons de rencontrer ma future ex-femme et son représentant, j'espère cette semaine. L'ex-mari qui a été trompé par la personne malhonnête a passé le réveillon du Nouvel An avec moi et les enfants. Le traitement injuste réservé aux pères dans le système judiciaire est incroyablement difficile à croire. Je ne crois plus que nous obtiendrons un procès équitable si nous nous adressons aux tribunaux. Son ex a beaucoup menti et le tribunal l'a cru sans aucune preuve. Depuis, il n'a pratiquement pas revu ses enfants. Il a été contraint de payer des montants déraisonnables de pension alimentaire et de pension alimentaire pour enfants, ce qui lui a coûté cher. Il a même envisagé de mettre fin à ses jours. Grâce aux nouvelles preuves que je lui ai fournies, il a désormais retrouvé espoir. Nous en avons tous deux discuté avec mon avocat, et elle lui a recommandé de conserver les preuves jusqu'à la rencontre avec ma femme et son avocat. S'il agit maintenant, cela révélera que nous avons accès à leur communication. L'objectif principal de mon avocat est de faire en sorte que notre divorce se déroule le plus rapidement et le plus facilement possible. Pour le moment, je veux juste prendre mes distances avec ma future ex-femme. Si elle décide de se battre, cela pourrait durer longtemps et cela me cause beaucoup de stress. J'ai juste besoin de me libérer. Malheureusement, cette situation étrange persiste. Le rendez-vous avec mon avocat et ma future ex-femme a eu lieu hier après-midi, mais elle est arrivée avec 30 minutes de retard. Étonnamment, elle n'a pas fait venir d'avocat et a insisté sur le fait qu'elle n'en avait pas ou n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle a amené une de ses nouvelles connaissances. Mon avocat m'avait donné des instructions strictes sur la manière de me comporter, insistant sur le fait que je devais éviter les réactions négatives. S'il s'adressait à moi, je devais répondre de manière non conflictuelle ou positivement, si possible. Lorsque mon avocate a posé ses mains à plat sur la table, j'ai dû garder le silence. Cependant, ils sont arrivés en retard, sans porter de masque, et la harpie a tenté de m'insulter et de me provoquer de diverses manières,
suivi par ma future ex-femme. Mon avocat a essayé d'orienter la conversation vers notre divorce, mais ils ont continué leurs blagues et leurs rires, souvent dirigés contre moi. C'était digne d'être témoin. Ma femme pense toujours que je ne divorcerai pas et qu'elle obtiendra tout ce qu'elle veut. J'étais perplexe face à la situation et je n'ai pas dit grand-chose, donnant juste des réponses sans engagement. Finalement, ils ont perdu leur enthousiasme. Mon avocat a proposé un règlement équitable pour un divorce pacifique, mais ma femme et son amie étaient impatientes de signer immédiatement. Malgré la suggestion de mon avocat de revoir l'accord, ma femme a insisté pour le signer immédiatement. Un notaire est arrivé et nous avons signé 2 exemplaires de l'accord. Une fois ma femme et son amie partis, mon avocat m'a félicité et m'a décrit cette séance inhabituelle. La copie de l'accord de ma femme lui serait envoyée après une audience devant le juge ou si elle engageait un avocat qui en faisait la demande. Il semble que mon divorce soit moins difficile que prévu, mais ma femme peut toujours le contester. Mon avocat a promis de faire de son mieux pour accélérer une audience avec un juge, probablement par le biais d'un appel vidéo. J'ai également engagé un détective privé qui a fourni des preuves de l'infidélité de ma femme. Ma femme a accepté de me donner la garde complète et un paiement unique sans pension alimentaire pour époux. Je dois juste régler les détails financiers. J'ai un plan et Bob a dit qu'il couvrirait la totalité du montant si nécessaire. Mon avocat m'a dit de faire profil bas, de continuer à payer comme d'habitude et d'éviter de causer des ennuis. On m'a conseillé de ne parler à personne que nous connaissons tous les deux et d'être patient jusqu'à l'audience. L'audience a eu lieu hier et je suis pratiquement divorcé maintenant. Il faudra 4 à 6 mois pour que les formalités soient officiellement traitées, mais il est peu probable que le résultat change. La seule façon d'inverser la situation serait que ma femme et moi décidions d'arrêter le processus. Je suis complètement épuisé et je n'ai pas dormi depuis des jours. Veuillez m'excuser si j'ai l'air un peu dispersé. J'ai besoin de me débarrasser de ça, peut-être que je pourrai enfin dormir un peu après l'avoir partagé. Mon excellent avocat a réussi à obtenir une audience anticipée 12 jours seulement après que nous ayons déposé les documents, probablement grâce à certaines relations. Mais permettez-moi de me concentrer sur les événements récents. Depuis le week-end jusqu'à aujourd'hui, c'est le chaos. Vendredi matin, un groupe de policiers s'est présenté à ma porte avec un mandat de perquisition pour ma maison. J'étais confus et inquiet pour les enfants, alors j'ai demandé si je pouvais les emmener dehors pendant qu'ils cherchaient, et ils ont accepté. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails, mais j'ai obtenu une copie du mandat. J'étais assez secoué et je n'arrivais pas à comprendre grand-chose. Il semble que les soupçons concernant le comportement de mon ex-femme liés aux médicaments soient en partie vrais. Les policiers ont fini par fouiller minutieusement ma maison. J'ai appelé mon avocat et elle leur a parlé, mais comme le mandat était valide, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Cela ne m'est pas venu à l'esprit à l'époque, mais maintenant j'ai installé des caméras de sécurité partout pour me protéger contre d'éventuelles fausses accusations. J'ai des enregistrements vidéo et audio de tout. Si je le décide, je pourrais peut-être déposer une réclamation plus tard, mais je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie ou la volonté de le faire. Peut-être que je vais juste passer à autre chose et laisser ça derrière moi. Je ne le savais pas à l'époque, mais mon ex et ses 3 amis ont conduit ma voiture en état d'ébriété et ont percuté une maison à grande vitesse. Ils ont tous été arrêtés, trouvés en état d'ébriété et avaient divers médicaments dans et sur leur corps. Ils ont été blessés dans l'accident, et un passager est dans un état critique, et sa survie est mise en doute. L'amie principale, que j'appellerai Henrietta, est celle qui se vantait d'avoir trompé son ex-mari, Jack. Jack et moi sommes devenus des amis proches et je reviendrai vers lui. Heureusement, la police n'a rien trouvé lors de ses recherches. J'ai fait une déclaration indiquant que mon ex ne vit plus chez moi. Elle réside avec ses parents. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle fait actuellement. Non, je n'ai pas autorisé Henrietta à utiliser ma voiture. Quand je suis rentré chez moi, j'ai complètement craqué. Elle était dans un état lamentable et complètement désorganisé. C'était le point de rupture final. La seule chose à laquelle je pensais était d'appeler mon père, qui m'a amené, moi et les enfants, chez ma mère. Mon père a rassemblé un groupe de 26 amis et membres de ma famille qui ont nettoyé et réparé toute ma maison, tandis que j'étais assis sur le porche arrière, émotionnellement épuisé, en train de manger la nourriture réconfortante de ma mère. Ils ont tout restauré, de chaque pièce aux vêtements, à la vaisselle, aux meubles,
et se sont même occupés de problèmes mineurs comme les poignées de porte desserrées. C'est maintenant le plus propre qu'il ait jamais été. Ils ont fait tellement pour moi et je ne sais pas comment je pourrais un jour remercier leur gentillesse. Au cours du week-end, je suis passé du désespoir à un sentiment beaucoup mieux grâce à eux. La police a trouvé d'autres médicaments au domicile d'Henrietta, où son petit ami n'était pas présent. Il n'y avait pas non plus de babysitter, juste les enfants laissés sans surveillance. Les services de protection de l'enfance, CPS, se sont impliqués et Jack a obtenu une garde d'urgence temporaire samedi. Il a montré au juge des journaux de discussion, ainsi que des preuves d'abandon et d'une quantité excessive de médicaments, ce qui lui a permis d'obtenir sa garde à vue sans trop de difficultés. Jack est ravi. Il avait très peu vu ses enfants au cours des 5 dernières années. Il collectait des fonds pour combattre Henrietta devant le tribunal lorsque cette situation s'est produite. Pour que la garde soit permanente, il doit encore passer par une procédure judiciaire. Mais les enfants sont entre de bonnes mains à ce stade. Beaucoup de gens pensent qu'Henrietta risque une peine de prison importante si son ami grièvement blessé ne survit pas. Après cela, Jack envisage de demander une pension alimentaire pour enfants et une compensation pour les actions d'Henrietta, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'espoir quant à cette dernière. Son objectif principal est d'être avec ses enfants et de leur assurer une bonne vie, car il est clair qu'Henrietta a négligé de prendre soin d'eux. Bob a apporté son soutien et a trouvé un appartement à louer pour Jack grâce à un ami. J'ai réalisé que je ne connais pas grand-chose de la vie personnelle et professionnelle de Bob, et j'ai l'intention de changer cela, mais permettez-moi de me recentrer. Henrietta conduisait lorsque la voiture a quitté la route et s'est écrasée contre une maison. Ils ont tous été blessés et des mandats de perquisition pour alcool et médicaments ont été émis pour toutes les personnes à bord de la voiture. X vit toujours chez moi et j'ai décidé dimanche de vendre la maison et de déménager le plus tôt possible car j'ai peur qu'un incident similaire ne se reproduise. Dimanche dernier, ses parents m'ont téléphoné et m'ont dit que leur maison avait également été perquisitionnée. Ils avaient rendu visite à leur fille en prison samedi et ne croient plus rien de ce qu'elle dit. Pour faire court, ils sont venus parler dimanche, et il s'avère qu'elle leur a menti sur tout. Elle sort pour faire la fête et me trompe, même si elle a dit à ses parents qu'elle restait avec moi pour arranger les choses. Ses parents n'étaient pas au courant de ce qui se passait réellement, pensant que sa tricherie n'était qu'une erreur ponctuelle, c'est à peu près ce qu'elle leur a dit. Lundi, ma femme m'a appelé pour demander une caution de 15 000 $. Ses parents avaient déjà refusé de l'aider. Après avoir consulté mon avocat, un accord a été conclu selon lequel le montant de la caution serait déduit du règlement final, sa mère étant la gardienne de l'argent restant. Mon avocat voulait s'assurer que ma femme n'avait aucune excuse pour manquer l'audience du tribunal. Mon ex n'avait donc pas beaucoup de choix et a signé l'accord. Elle a été libérée lundi après-midi. Selon ses parents, elle n'a pas respecté leurs conditions pour continuer à vivre avec eux, qui comprenaient l'arrêt des médicaments, l'engagement en cure de désintoxication, l'ouverture de ses activités et l'abandon de ses mauvais amis. Elle a apparemment quitté leur maison mardi pour rester chez de nouveaux amis. Elle a également manqué l'audience du tribunal et j'ai obtenu la garde totale. Le règlement était basé sur notre accord et a été finalisé en seulement 30 minutes. Il faudra 4 à 6 mois pour que tous les documents soient traités, mais en réalité, c'est une affaire accomplie. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le changer. Maintenant, revenons à aujourd'hui. Je ne pouvais pas dormir. Tout le monde m'a félicité comme si j'avais remporté une victoire majeure, mais ce n'est pas du tout le cas. J'aime toujours ma femme, même si je sais que notre relation est terminée. Elle était ma meilleure amie et âme sœur jusqu'à récemment. Malgré les graves dommages causés à mon amour pour elle, il existe toujours et me cause beaucoup de douleur. Personne ne sort gagnant dans cette situation. Je perds, ma femme perd et mes enfants perdent. C'est difficile de trouver les mots justes. C'est comme si on me demandait de célébrer après avoir perdu mes 2 jambes. Les gens me félicitent comme si j'avais sauvé la moitié d'une rotule tout en perdant mes 2 jambes. J'ai du mal à dormir, et quand j'y parviens, je suis troublé par de terribles cauchemars qui me réveillent en sueur. Je m'évade un peu ici, désolé pour ça. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de l'hôpital m'informant que mon ex est hospitalisé. Je suis toujours son contact en cas d'urgence et elle bénéficie toujours de mon assurance maladie. Il y a eu un incident, elle a perdu quelques dents, s'est cassé la mâchoire et devra rester en observation pendant quelques jours.
J'ai emmené ses parents à l'hôpital et il s'est avéré que certains de ses nouveaux amis l'avaient sévèrement battu. Ils pensaient que ma femme avait partagé les journaux de discussion de son téléphone avec un homme nommé Jack, révélant ainsi ses actions. Ils ont supposé qu'elle avait donné les bûches à Jack, ce qui a conduit au passage à tabac. Elle ne réalise toujours pas que je peux surveiller son téléphone. Je continuerai à la soutenir financièrement jusqu'à ce que j'ai les papiers légaux en main, je ne peux tout simplement pas y croire tant que je ne les vois pas. Pour le moment, elle n'a rien. Elle m'a demandé si elle pouvait rentrer chez elle, mais j'ai fermement répondu non. Sa mère ne lui donnera pas un centime à moins qu'elle ne devienne abstinente et ne le reste pendant au moins 1 an. Ils lui ont proposé un logement dans des conditions strictes, et si elle n'accepte pas, je ne vois pas comment elle va s'en sortir. Pour la première fois, j'ai vu une pointe de regret chez elle depuis que tout cela a commencé, mais je doute que ce soit authentique. Elle m'a à peine regardé dans les yeux lors de notre rencontre. Cela me faisait mal de la voir ainsi et j'ai ressenti le besoin de la protéger. Mais c'est une adulte, son comportement est dangereux et je dois protéger mes enfants. Elle n'a pas posé de questions sur l'audience du tribunal ou sur l'état de son ami blessé, elle semblait ennuyée et déconnectée. Je n'arrive toujours pas à comprendre ses actions. Elle a tout perdu, détruit sa famille et causé de la douleur à de nombreuses personnes, le tout pour une intimité éphémère et décontractée. Je ne garderai aucun contact avec elle jusqu'à ce qu'elle soit abstinente pendant une période substantielle. Je ne peux pas gérer tout ce chaos. Je me sens un peu déprimé et extrêmement fatigué. Je ne dors presque pas. Et quand je le fais, je suis en proie à des cauchemars. La bonne nouvelle est que les enfants vont mieux. Mon père m'a été d'une grande aide et je ne peux pas imaginer ce que je ferais sans lui. Ce week-end, nous avons visité son chalet pour faire du ski avec les enfants, et ce fut une super pause. J'ai peu de contact avec mon ex, mais j'ai eu une conversation avec une de ses amies qui était dans un état critique. L'amie est désormais réveillée mais en mauvais état, et personne ne lui a rendu visite pendant son séjour, pas même sa famille lorsqu'elle a été contactée. J'ai peur que les personnes qui ont attaqué mon ex s'en prennent à moi et aux enfants, alors j'ai demandé à l'infirmière si je pouvais lui parler, et elle a accepté. J'ai ressenti le besoin de lui demander ce qui s'était passé depuis que ma femme s'était impliquée avec eux, même si je n'aurais probablement pas dû. Elle a commencé par me demander si je voulais une faveur de proximité pour $1,20, ce qui était assez gênant, et je lui ai proposé $1,50 en échange d'informations. Les nouveaux amis de ma femme sont de gros consommateurs de médicaments, et Henrietta était la meneuse de ce groupe, convainquant ma femme d'essayer des médicaments et de faire la fête avec eux, vendant des faveurs de proximité pour financer leur habitude. Elle prêche des idéaux féministes, mais ce n'est qu'une façade pour protéger leur ego, et en réalité, elles se vendent pour l'argent des médicaments. Ma femme s'est laissée entraîner dans ce style de vie et a commencé à vendre sa proximité pour soutenir sa propre consommation de médicaments, ce qui explique pourquoi l'argent semblait être sa priorité absolue. D'après ce qu'elle m'a dit, elle consomme principalement de la méthamphétamine et personne ne lui a rendu visite parce qu'elle a maltraité et menti à tout le monde dans sa vie. Elle m'a dit combien elle était triste d'avoir survécu sans aucune hésitation, qu'elle n'avait aucun espoir pour l'avenir et qu'elle avait l'air extrêmement en mauvaise santé sans son maquillage. C'était douloureux et dévastateur rien que de l'écouter, et j'ai beaucoup pleuré. Je ne lui cherche pas d'excuses, elle a choisi de s'impliquer dans ces choses dommageables, et maintenant elle devra en assumer les conséquences. Je reviendrai plus tard sur les détails des types qui ont agressé mon ex-femme, et Henrietta fait face à une liste d'accusations et s'est vue refuser la libération sous caution en raison du risque qu'elle s'enfuit. Avant de continuer, je tiens à remercier ceux d'entre vous qui ont partagé leurs expériences en matière de dépendance. Beaucoup d'entre vous m'ont prévenu que mon ex pourrait essayer de se faire du mal à mesure que les choses devenaient plus difficiles, et vous aviez raison. Elle a tenté de faire une overdose, mais son père et moi avions déjà discuté de cette possibilité et avons décidé de la surveiller de près. Heureusement, elle ne sait pas que je peux voir l'activité de son téléphone en temps réel. Alors que nous étions au chalet samedi, j'ai reçu un message d'elle qui ressemblait à un mot d'adieu, alors j'ai immédiatement appelé son père. Comme je pouvais localiser sa position, il s'est dépêché de la retrouver inconsciente sur un banc de parc. Elle a été transportée à l'hôpital et soignée pour une hypothermie sévère. C'est effrayant de penser à ce qui aurait pu se passer s'il était arrivé un peu plus tard. Elle prend désormais de la méthadone et son père est son tuteur légal, elle ne peut donc pas refuser un traitement.
Son père l'a fait admettre contre son gré dans un centre de réadaptation et elle subira une cure de désintoxication sous sédatifs, probablement cette semaine. La nomination de son père comme tuteur légal n'est pas seulement due à l'overdose, mais aussi au fait qu'elle a abandonné ses enfants, ce qui suggère qu'elle ne réfléchit pas clairement. Heureusement, je n'ai pas encore résilié son assurance vie, elle recevra donc un traitement. J'ai proposé de l'aider financièrement, tant que mon ex ne sait pas que cela vient de moi. J'avais peur que les hommes qui ont agressé ma femme s'en prennent à moi et à mes enfants. Rappelez-vous que Jack a présenté des journaux de discussion au tribunal, qu'il pensait que ma femme lui avait donnés. J'en ai parlé à Jack et il a décidé de s'en occuper, car il a bénéficié de la divulgation. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais Jack est un gars grand et imposant. Il s'est rendu à l'appartement du type, qui était vraiment délabré, et les a confrontés, leur laissant le choix. Il pouvait soit s'adresser à la police et avouer tout sur l'agression, soit en subir les conséquences sur le champ, ce qui entraînerait des blessures graves. Il a clairement indiqué qu'il espérait qu'il choisirait de s'adresser à la police. Ils n'ont pas perdu de temps pour se rendre à la police. Je ne m'inquiète plus pour eux car j'ai trouvé un nouvel appartement et je vais bientôt déménager. Une fois de plus, Bob est venu à mon secours. Dans l'ensemble, je suis très triste. Je suis profondément troublé par cette situation. Ce qui me permet d'avancer, c'est le soutien de mes amis et de ma famille, et je sais que je dois être fort pour les enfants. Mon cœur est rempli de chagrin pour Mon par exemple. Malgré tout, je ne regrette pas de l'épouser, je l'aime toujours, mais je comprends que nous ne pouvons plus être ensemble. Nous avions une belle vie avant toutes les difficultés récentes. Je n'aurai pas mes enfants sans elle et je ne les échangerai contre rien. Je sais que la douleur restera avec moi pendant longtemps. Étonnamment, la nouvelle des difficultés de ma femme a permis à mes enfants de mieux comprendre. Il est plus facile d'expliquer que maman est malade et qu'elle a besoin de temps pour aller mieux. Elle les aime toujours et ainsi de suite. En ce moment, je me sens triste et épuisé. Jack est ici avec ses enfants et nous allons regarder Madagascar 3. Je pense que j'essaie de créer autant de souvenirs positifs que possible, Jack fait de même et ses enfants, ainsi que les miens, semblent le faire. Bien mieux maintenant. Je crois que tout ira bien. Je crois que mon ex est mort d'une overdose alors qu'il était en cure de désintoxication. Nous ne savons pas comment elle a eu accès aux médicaments, mais elle a dû les prendre à l'intérieur, et il semble que quelque chose s'est terriblement mal passé. La dépendance aux substances est un problème réel et vraiment déchirant. Si nécessaire, demandez le soutien de votre famille et concentrez-vous sur la garde de vos enfants. La situation actuelle est préoccupante, mais elle va s'améliorer. N'oubliez pas que vos enfants ont plus que jamais besoin de vous et que vos beaux-parents souffrent encore plus que vous. Bonne chance et restez forts.